Les fictions de série B étaient dans le vrai. Les envahisseurs sont parmi nous. À cela près qu'ils ne viennent pas de l'espace, mais bien de chez nous. Et ils coûtent plus d'1 billion de dollars à l'économie mondiale. Nature Inc. s'intéresse à ces envahisseurs considérés comme des éco-terroristes à l'échelle planétaire. Ils envahissent tout, océan, culture et faune. Préparez-vous au pire, ils sont vraiment effrayants. L'économie mondiale se base depuis 200 ans sur le marché du libre-échange, mais elle n'a pas intégré un élément vital, ce que la nature nous apporte. En 2003, les scientifiques ont évalué sa valeur à 33 billions de dollars par an. Mais qu'arriverait-il si nous devions payer pour tous ces services que nous offre la nature ? Un python birman a été capturé au parc national des Everglades, en Floride. À 10 000 km de son habitat naturel, il n'est pas à sa place et fait beaucoup de dégâts. En janvier 2003, une série d'incidents entre pythons et alligators a débuté. 2 d'entre eux se sont affrontés devant des centaines de personnes qui en ont fait des photos et des vidéos. Cet incident a braqué les projecteurs sur ce gros serpent. On s'est alors demandé ce qu'il faisait dans les Everglades. Comment un python birman atterrit-il en Floride ? La réponse est à Miami, la porte par laquelle transitent les animaux exotiques afin de satisfaire les désirs les plus indécents. Le python birman est ce que vous pouvez trouver de meilleur marché dans une animalerie. Alors vous savez, les parents viennent avec les enfants et le petit garçon veut un serpent, la mère ne veut pas trop dépenser et voit ce serpent à 30 $ seulement. Mais comme personne ne leur dit qu'il va atteindre près de 6 mètres, ils ne peuvent pas le savoir. L'enfant a dû le garder jusqu'à ce qu'il devienne tellement immense que la mère a pris peur. Elle lui a alors dit « Débarrasse-toi de ça ». Et qu'a-t-il fait à votre avis ? Il l'a tout simplement relâché. La réglementation du commerce d'animaux exotiques se durcit, mais elle arrive trop tard pour les pythons. 150 000 ont déjà été importés aux États-Unis ces 5 dernières années. L'an passé, ils ont coûté 250 000 $ aux contribuables, car quand les pythons s'échappent, ils se reproduisent très vite et deviennent une véritable pollution biologique. Contrairement à une pollution chimique, ces animaux cherchent à se reproduire. C'est un impératif biologique. Nous sommes donc face à une pollution qui prolifère. Les pythons ont déjà migré vers le sud, vers les Keys, ces îles touristiques du sud de la Floride. The python would have a nice niche here, with really very little to predate it. Dans les Keys, les pythons se régalent de mets délicieux, mais qui deviennent rares car ces animaux qu'ils dévorent sont en voie de disparition. La protection de la nature estime que des invasions comme celle des pythons sont responsables de 40% du déclin des espèces menacées aux USA. Le rat musqué en est un exemple. L'an dernier, l'US Geological Survey a publié une carte de la zone de propagation des pythons. La voici signalée en vert. Les pythons font partie des milliers d'espèces invasives arrivées aux États-Unis qui coûtent chaque année environ 120 milliards de dollars à l'économie américaine. Quand on arrive à démontrer qu'une espèce est nuisible, elle s'est déjà répandue et la population, la faune locale ou les cultures en sont déjà victimes. Il est trop tard pour se dire que c'était une mauvaise idée. On ne peut pas revenir en arrière. Nous devons faire avec ou bien dépenser des millions de dollars pour tenter de garder l'espèce invasive sous contrôle.
Ce mollusque a l'air inoffensif, mais ne vous y trompez pas, cet envahisseur est l'un des plus redoutables. En 1959, les Grands Lacs du Michigan ont été reliés à l'océan Atlantique par un canal, une route maritime clé pour le commerce de cette région industrielle, mais aussi une voie royale pour les envahisseurs. Entre 1959 et 2006, nous avons découvert à peu près 80 espèces aquatiques étrangères. Environ 65% d'entre elles venaient des eaux de ballast. L'eau de ballast, qui sert à stabiliser les navires, est la cachette idéale pour ces clandestins. Ils prennent de l'eau et tout ce qu'il y a avec. Les animaux, la boue, le limon et les œufs de petits organismes aquatiques. Si l'eau de ballast vient de Rotterdam, tout ce qu'elle contient est déversé dans les Grands Lacs. Voilà comment toutes ces espèces se retrouvent ici. Dans les années 80, la moule zébrée a ainsi été importée clandestinement de la mer Noire dans les Grands Lacs. Depuis, tout a changé. Ces mollusques prolifèrent par milliers et se transforment en d'énormes colonies. Ils s'accrochent à n'importe quelle surface dure avec leurs filaments, un peu comme des bernacles. Ils ne sont pas courants en eau douce. Quand la moule zébrée a envahi les Grands Lacs, tout le système et la société en ont été bouleversés. Aujourd'hui, les villes des Grands Lacs comme Chicago ou Détroit se mordent les doigts d'avoir laissé ces bateaux se vider ici. Tous ceux qui pompent de l'eau dans les Grands Lacs doivent se faire à l'idée que s'ils ne font rien, la moule zébrée va tout simplement boucher leur canalisation. Tout cela a un coût et la facture sera sans aucun doute répercutée sur le consommateur. Tout sera donc plus cher. Le gouvernement dépense près de 500 millions de dollars par an pour lutter contre la pollution causée par la moule zébrée. Mais ce chiffre ne prend pas en compte son impact dévastateur sur la chaîne alimentaire du lac. Elle nuit à des espèces natives comme la crevette Diaporea. La Diaporea était un petit animal très riche en lipides et les poissons des Grands Lacs, les corégones, les mangeaient comme des friandises. Grâce à cela, leur croissance était très rapide et ils arrivaient à maturité en 17 ou 18 mois. Maintenant, ils mettent 5 à 6 ans à atteindre leur maturité car la chaîne alimentaire a été modifiée. Un centre de recherche local sur la pêche estime que les prises de poissons blancs ont baissé de 35% en 7 ans. À un certain moment, il y avait 3500 licences de pêche commerciale dans le Michigan. Aujourd'hui, je pense que nous ne sommes plus que 20 grosses exploitations à avoir survécu. L'Organisation maritime internationale des Nations unies tente d'imposer une zone de délestage obligatoire pour tous les navires. Mais contrôler et arrêter ces passeurs d'animaux clandestins est difficile à mettre en œuvre. Un groupe de scientifiques, le Global Invasive Species Programme, estime que les espèces invasives coûtent 1,4 billion de dollars par an à l'économie mondiale. Quels que soient les coûts, c'est toute la société qui passe à la caisse. Il serait peut-être plus rationnel de répercuter ces coûts sur les industries qui sont responsables de tout cela. De cette manière, on pourrait espérer qu'ils trouvent des pratiques nouvelles et efficaces pour prévenir ce genre d'invasion. Guatambu Farm, dans le sud du Brésil, à la frontière avec l'Argentine. C'est une région à bétail. La famille de Walter Potter a construit un des plus célèbres ranchs du Rio Grande du Sud, un état où les terres verdoyantes alimentent une industrie de 6 milliards de dollars. Un nouveau venu menace aujourd'hui des décennies de dur labeur. Chaque matin, c'est la guerre avec un nouvel intrus. Voici la mauvaise herbe. Et là, voici la bonne.
La mauvaise, très fibreuse, est difficile à arracher. Et de fait, elle abîme les dents du bétail. En 2 ou 3 ans, elle détruit la dentition de l'animal qui s'en nourrit. En plus, comme elle n'a aucune valeur nutritionnelle, le bétail ne grossit pas. Les propriétaires de ranch haïssent l'African Love Grass. Au Brésil, on l'appelle la Capim-Anoni, du nom du fermier qui l'a importée dans les années 50 parce qu'il trouvait qu'elle poussait vite. Comme quoi, l'enfer écologique est souvent pavé de bonnes intentions. L'anoni se propage par la route. Les graines s'accrochent aux roues des voitures qui les dispersent. L'African Love Grass a déjà recouvert 2 millions d'hectares de prairies dans le sud du Brésil, l'Uruguay et l'Argentine, soit quasiment 2 millions de terrains de football. Le groupe environnemental Nature Conservancy estime que cette Love Grass a coûté plus de 30 millions de dollars au Brésil ces 10 dernières années. Confronté à une mission impossible, Walter Potter s'est entouré de scientifiques pour trouver des solutions. Mais la partie est loin d'être gagnée. L'Anoni peut produire jusqu'à 200 kg de graines par hectare, des graines qui seront viables plus de 40 ans. De toutes les graminées, celle-ci est sans doute celle qui a le mode de propagation le plus efficace. Pensar que dentro dos espermatófitas, ou seja, as plantas com sementes, talvez não tenha nada superior ao Anoni, né? Seule lueur d'espoir, diminuer brièvement la productivité pour retrouver une viabilité à long terme. Après 4 ans d'études, la seule solution efficace contre cette herbe est de laisser ces champs en jachère sans bétail pour que la végétation locale reprenne naturellement le dessus. Walter Potter diversifie ses cultures pour aider la nature à reprendre le dessus. Quand vous faites de la monoculture très étendue, elle est plus vulnérable aux attaques de bactéries, de champignons ou d'espèces envahissantes. Selon le Programme mondial sur les espèces invasives, la zone couverte par cette Love Grass va doubler d'ici 2015. Les extinctions sont définitives. Et les espèces invasives prennent souvent la place pour toujours. Il est difficile de faire marche arrière. En voici justement un exemple dans un coin du Queensland, en Australie, où les locaux sont confrontés à un terrible envahisseur. Les habitants du Queensland sont fiers de leur image de cow-boy. Ce soir, ils parient sur une des 100 espèces invasives les plus nuisibles. Mesdames et messieurs, ce qui suit peut être considéré comme politiquement incorrect, mais ici, dans le nord profond de Queensland, on s'en moque. Voici le crapaud buffle, nommé ce soir Lucky numéro 7. Ce crapaud buffle est terriblement nuisible pour l'Australie. Il dévaste la nature et entrave l'irrigation. Alors, face à la lenteur des autorités, certains Australiens ont déclaré la guerre au crapaud. Nous allons à Newry Station, la ligne de front en quelque sorte. Pendant la saison humide, je dois remonter loin vers l'ouest pour suivre leur migration, car c'est l'époque où ils se reproduisent. Une fois sur place, je pointe leur position avec le GPS pour envoyer les équipes qui vont ensuite terminer le travail. Le crapaud buffle a été introduit d'Hawaï en 1935 pour éradiquer le scarabée de la canne à sucre qui détruisait les plantations. Les crapauds n'ont pas mangé des scarabées. Par contre, ils ont trouvé d'autres proies et se sont répandus comme une traînée de poudre. Dans le nord de l'Australie, 100 millions de crapauds se déplacent grâce aux rivières et aux canalisations. Alors on continue et puis on localise un autre crapaud. Tu l'attrapes comme ça, tu me l'amènes et on le met dans le sac, ok ? La nuit,
Les crapauds sortent et les chasseurs les pistent pour les attraper avant qu'ils ne se reproduisent. D'abord têtards, ils se transforment en petits crapauds et deviennent adultes. À maturité, ils ont une terrible capacité de reproduction. Aux alentours, il y a probablement 20 ou 30 crapauds à maturité. Ils se sont d'ailleurs déjà probablement reproduits 3 à 4 fois lors de la dernière saison humide. Chaque femelle pond 35 000 œufs par saison. Les crapauds buffles sont voraces et dévorent tous les insectes et petits reptiles de la zone, créant un manque qui laisse la faune locale affamée. Des volontaires de Nouvelle-Zélande viennent en renfort pour lutter contre ces crapauds. Et ces enfants font de leur mieux pour protéger les 2 millions d'hectares du parc national de Kakadu. Ils apprennent que cet amphibien a un système de défense imparable. Voilà le venin du crapaud qui tue tous les animaux. Ils en libèrent quand ils sont stressés. Voici les endroits les plus toxiques, mais toute sa peau en sécrète. Œufs, têtards, jeunes crapauds et adultes, tous sont toxiques. Ils sont venimeux, mais la faune locale ne le sait pas. Certaines espèces comme les crocodiles, les varans et des serpents mangent ces crapauds buffles et en meurent. La biodiversité et la faune sont très précieux car ils génèrent une grande part de l'industrie touristique de la région. Essayer de protéger cet ensemble pourrait bientôt nous coûter des millions de dollars. Les canaux et conduites d'irrigation sont des lieux propices à la prolifération des crapauds. Si un gros crapaud bouche une conduite, il détruit le système d'irrigation et la culture du fermier. S'il passe dans vos canalisations et les abîme, votre drainage n'est plus bon et cela peut entraîner de grosses pertes. Si c'est 10% du chiffre d'affaires, c'est $300 000. Avec de petits moyens, les chasseurs de crapauds essayent en vain d'éradiquer ces envahisseurs. Ils ont l'autorisation de tuer les jeunes bactraciens de leur domaine à l'aide de détols dilués, dont l'impact sur la faune est limité. Mais pour les crapauds adultes, des mesures plus radicales s'imposent. See my head, it's got the Slayer on it, and that's why, because I usually am the one that euthanizes. Les chasseurs de crapauds estiment avoir tué près de 250 000 adultes en 3 ans. Mais avec 100 millions de crapauds buffles, cela entame à peine leur prolifération exponentielle. Les autorités commencent à injecter de l'argent dans cette lutte contre les crapauds, mais c'est loin d'être suffisant. Nous parlons en dizaines de milliers, mais nous devrions parler en dizaines de millions, car nous sommes incapables de mesurer à long terme l'impact et le coût de ce crapaud sur l'environnement. Le gouvernement déclare avoir injecté 18 millions de dollars dans la lutte contre ces crapauds buffles, en finançant par exemple Nifty, le seul chien d'Australie qui détecte ce crapaud. Elle est muselée pour qu'elle ne morde pas le crapaud quand elle le trouve. Nous lui mettons également des lunettes pour protéger ses yeux des graines des hautes herbes quand elle renifle, et aussi parce que le crapaud peut lui cracher son venin avec sa glande parotide. Nifty est le seul chien de garde à la frontière de la zone infestée de crapauds au nord de la région ouest de l'Australie. Nifty inspecte tous les véhicules mis en quarantaine. Les crapauds sont de bons autostoppeurs. Beaucoup de gens nous disent en avoir trouvé à l'intérieur comme à l'extérieur de leur véhicule. Nous ne voulons qu'aucun crapaud buffle n'entre dans l'ouest australien. Pour certains politiciens locaux, les efforts du gouvernement sont insuffisants face à la crise. Au total, cette lutte a coûté 15 millions ces 10 dernières années. Alors par culpabilité, le gouvernement du Queensland a donné $1 million pour la recherche sur ces crapauds. Une somme investie dans des laboratoires d'analyse dont l'action est plutôt marginale.
Pour les scientifiques de l'université de Cornell, les envahisseurs comme le crapaud buffle coûtent plus de 6,8 milliards de dollars par an à l'Australie. Et malgré leur traque, les crapauds progressent de 30 km par an, dévastant faune et flore sur leur passage. Mais qui sont ceux qui connaissent les solutions ? Nature Inc. donne le mot de la fin à un de ses visionnaires. Il s'agit d'un scientifique qui se trouve à la tête de la lutte grandissante contre les espèces invasives. Chacun devrait être conscient de la situation. Vous savez, cela ne sert à rien qu'un groupe d'experts fasse des recommandations qui ne seront pas suivies par certains pays. Selon les prévisions, le trafic aérien va augmenter durant les 25 prochaines années et les problèmes vont continuer. Je ne dis pas que la globalisation est complètement mauvaise et qu'il faut arrêter de prendre l'avion ou de manger certaines espèces. Je pense simplement que nous devons réfléchir aux risques que tout cela engendre. Nature Inc. vous emmène au sommet des Andes, dans le royaume des dieux incas. Ces déserts de glace subissent un grand bouleversement. Victimes du réchauffement climatique, ils sont en train de disparaître. La Bolivie et le Pérou ressentent déjà l'impact de la fonte de leurs glaciers. L'économie en souffre, mais le pire est à venir. Nature Inc. vous dira ce que va coûter le changement climatique et ce qu'il se passera si nous ne réagissons pas. L'économie mondiale se base depuis 200 ans sur le marché du libre-échange, mais elle n'a pas intégré un élément vital, ce que la nature nous rapporte. En 2003, les scientifiques ont évalué sa valeur à 33 billions de dollars par an. Mais qu'arriverait-il si nous devions payer pour tous les services que nous offre la nature ? Bienvenue dans Nature Inc., la série qui évalue la contribution des écosystèmes dans notre économie. Ici, dans les Andes, Nature Inc. fait un constat alarmant. Si nous ne réagissons pas immédiatement, le changement climatique va coûter très cher à l'économie mondiale. Une étude demandée par la communauté andine montre que d'ici 20 ans, le changement climatique pourrait faire chuter le PIB des nations andines de près de 5%. D'autres études indiquent que c'est l'endroit de la planète où le réchauffement agit le plus rapidement. Un constat cruel, car ces pays sont ceux qui y contribuent le moins. Et ils se retrouvent pourtant en première ligne. L'Amérique latine ne représente que 8% de la population mondiale et ne génère que 5% des gaz à effet de serre. Grâce au rapport Stern, les milieux économiques et les gouvernements ont vite compris les enjeux du changement climatique. Le rapport, dressé en 2006 par le conseiller économique du gouvernement britannique, montre qu'investir 1% du PIB pour combattre et s'adapter au changement climatique épargnerait entre 3 et 10% de l'économie mondiale d'ici 2050. Une économie qui pourrait également éviter une fracture sociale dans les pays pauvres qui seront les premiers touchés. Nature Inc. vous emmène au Pérou et en Bolivie pour vérifier la thèse de Stern. Dans les Andes, 40 millions de personnes dépendent de ces glaciers. Ces immenses réserves alimentent en eau et en électricité les cultures, les usines et les habitations. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, a démontré que ces glaciers, comme ceux de la zone intertropicale, sont en net recul. Une vérité scientifique qui se vérifie à l'œil nu. Selon l'Université péruvienne du Pacifique, le manque à gagner en termes d'énergie, de nourriture et d'accès à l'eau dû à cette fonte est estimé à 30 milliards de dollars. Et d'après une autre étude, près de 70% de la population aura des difficultés à accéder à l'eau potable en 2025. Située à 5300 mètres sur le glacier bolivien de Chacaltaya, cette station de ski avait la réputation d'être la plus haute du monde. Mais en 25 ans, le glacier a été sévèrement amputé.
et chaque chute de neige fraîche fond en un clin d'œil. La station autrefois prisée de Chacaltaya est devenue un refuge désert balayé par les vents. Le glaciologue Edson Ramirez est un expert de la fonte des glaciers dans la région et pour lui, l'avenir de ce glacier est compromis. Je pense que ce glacier va disparaître d'ici l'année prochaine. Son épaisseur n'est plus que de 2 ou 3 mètres. Chacaltaya, c'était bien lorsque nous étions jeunes. Quand nous avions 15 ans, la neige était bonne. Après, le climat a commencé à changer. Nous avions de moins en moins de neige durant les saisons d'hiver. Hugo Berrios Martin dirige une compagnie d'alpinisme sur un glacier voisin, Huayna Potosí. Depuis tout petit, il vit à cet endroit et maintenant il fait fonctionner une compagnie qui draine environ 2000 touristes intrépides chaque année. Cela représente un tiers du commerce local. Beaucoup de familles vivent de la montagne. Si la neige disparaît, ils vont mourir de faim. Le tourisme recule donc au même rythme que les glaciers. Et ce n'est sans doute qu'un avant-goût de la catastrophe environnementale qui se prépare. Il faut savoir que ces glaciers fournissent un approvisionnement stable en eau potable aux villes boliviennes de La Paz et d'El Alto. On peut estimer que la fonte au sommet des glaciers contribue à environ 30 à 35% du remplissage de nos réservoirs. Ces deux villes regroupent près de 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, la moitié de cette population n'a pas accès à l'eau potable et est dépendante des sources locales, mais ces puits sont déjà surexploités et pollués. Cette pénurie d'eau nous pose de gros problèmes. Parfois il y a de l'eau et parfois il n'y en a pas. Il arrive aussi qu'elle soit trouble. Ce n'est pas toujours bon de puiser dans les puits. Le niveau de l'eau peut baisser la nuit. Alors nous attendons le matin pour puiser et stocker l'eau. Si les glaciers fondent, les robinets de la ville ne pourront plus fournir d'eau aux quelques chanceux qui y ont encore accès. Les fermiers sont aussi en première ligne. Les glaciers stockent l'eau qu'ils utilisent toute l'année. Sans glaciers, les fermiers non plus n'auront plus d'eau au robinet. Sur les pentes abruptes des Andes, les difficultés rencontrées par les fermiers s'intensifient. Pedro Sinani est le seul de 4 frères à ne pas avoir quitté l'altiplano pour les bidonvilles. Pour Pedro et sa voisine Celsa Palsiloque, le climat devient de plus en plus imprévisible. Le climat a énormément changé. Si nous avons une tempête de grêle, nous pouvons perdre toutes nos récoltes. Les fortes pluies aussi peuvent tout emporter en ravinant la terre. Nous pouvons tout perdre. Nos récoltes ont été touchées par le gel, la grêle et les maladies. Nous n'avons donc pas grand-chose à vendre. Alors j'ai peu de choses à donner à mon enfant. Les fermiers boliviens représentent un tiers de la population et 15% du PIB. Mais on n'a pas encore chiffré l'exode rural, ni le coût du changement climatique. On sait par contre que les zones urbaines vont se retrouver surpeuplées avec l'arrivée massive de cette population pauvre. La ciudad del Alto, que es una ciudad que hace 30 años no tenía más de 20,000 o 30,000 La ville d'El Alto, qui avait 20 000 habitants il y a 30 ans, en compte désormais plus de 900 000. Un afflux dû à la migration rurale, accentué par les effets du changement climatique. Cet afflux augmente la pression sur une ville dont l'infrastructure et les ressources en eau sont déjà tendues. Des études récentes de la Banque mondiale ont estimé que la capitale de l'Équateur, Quito, aussi peuplée que El Alto et La Paz réunies, soit 2 millions d'habitants,
devrait dépenser 100 millions de dollars pour pouvoir répondre à la demande en eau de sa population urbaine en forte croissance. L'eau n'est pas qu'une simple ressource naturelle. La question de l'eau est plus critique que celle du pétrole, qui est juste un carburant. Si vous n'avez pas l'eau, vous mourrez. Plusieurs experts pensent que l'eau pourrait être au centre de la prochaine guerre. Si on ne se penche pas sur cette question, les implications politiques, sociales et économiques dépasseront de loin 100, 200, 400 ou 600 millions de dollars. C'est une lutte trop difficile à quantifier en termes de coûts. Ce genre de lutte coûte extrêmement cher. Le Pérou est le pays d'Amérique du Sud le plus dépendant de l'eau en raison de sa géographie accidentée. Pourquoi est-ce que les Incas ne se sont pas installés à Lima? Parce qu'ils avaient la sagesse. Ils sont allés plus haut, près des sources. Toutes les cités Incas étaient à environ 2000, 3000 mètres. Mais la situation est différente aujourd'hui. Lima se situe au pire endroit possible. « 40% de la population du Pérou vit sur la côte pacifique, qui ne fournit que 2% des ressources en eau. 98% des ressources se retrouvent dans les Andes, où vit 25% de la population. Nous pensons que dans 20-30 ans, près de la moitié de la population du Pérou vivra sur les côtes. Et là, nous serons dans une situation vraiment très compliquée. Lima, la capitale du Pérou, compte 8 millions d'habitants, ce qui en fait la seconde plus grande ville du monde construite dans un désert après le Caire. Et elle est totalement dépendante de l'eau des glaciers. En 30 ans, le Pérou a perdu plus d'un cinquième de la surface de ses glaciers, soit l'équivalent de 10 ans de réserve d'eau pour Lima. Aujourd'hui, une partie de l'eau arrive à Lima par un tunnel de 37 km à travers les Andes. Pour compenser le recul des glaciers, le gouvernement péruvien projette d'en construire un autre. Il coûtera près d'1,5 milliard de dollars. Une alternative pour compenser cette perte en eau dans les Andes due au changement climatique est d'aller à l'est. Imaginez que vous allez du côté du glacier qui alimente l'Amazone, une région encore vierge. Nous n'avons encore jamais puisé d'eau de ce côté, et c'est là notre alternative. Mais c'est une alternative à court terme, car dans la durée, si nous ne faisons rien de sérieux rapidement, nous risquons la désertification des Andes et nous courons à la catastrophe. Mais ce n'est pas seulement l'eau potable du Pérou qui vient des glaciers. Près de 80% de l'électricité est tirée de la force hydraulique. Remplacer cette source d'énergie coûterait 1,5 milliard de dollars par an au Pérou. Mais pour l'instant, les plus touchés par la fonte des glaces sont ces agriculteurs qui produisent 15% de l'alimentation mondiale et qui ont conservé le patrimoine génétique des différentes espèces de pommes de terre. Nous avons 2500 variétés de pommes de terre au Pérou. Si le climat change ou bien perturbe ces ressources génétiques, l'humanité va perdre énormément de possibilités. Sur l'altiplano, il y a des communautés déjà très vulnérables aux conditions climatiques. Mais de nouveaux problèmes apparaissent, comme la sécheresse. Et les conséquences économiques peuvent être très graves pour ces familles. Seule une douzaine d'espèces de pommes de terre sont sur le marché mondial. Ces fermiers sont donc la meilleure assurance contre ce qui menace cette diversité. Mais si les glaciers fondent, il faudra investir beaucoup pour alimenter en eau ces cultivateurs de tubercules. Aujourd'hui, vous avez un canal où est collectée l'eau gracieusement fournie par les glaciers.
Sans cela, nous serions obligés de trouver une autre solution. La première chose à faire serait de remplacer ces gros stockages d'eau par de gros ouvrages coûteux, des réservoirs d'altitude. Et pour garantir un débit d'1 mètre cube par heure, la note serait de l'ordre d'$1 million. Santhusa Sinani est cultivatrice et dépend de l'eau qui coule des glaciers. En 76 ans, sur l'altiplano, elle a vu beaucoup de changements, mais ces 10 dernières années, c'est surtout le changement du climat qui l'a marquée. Avant, le soleil n'était pas comme ça. Il est plus fort et plus chaud. Quand il pleut, il assèche très rapidement les pluies. Pour moi, il est devenu beaucoup plus chaud. Mais les Andes ont un atout économique qui n'est pas évident à première vue. En plus des pommes de terre, la région recèle d'une multitude d'espèces de plantes très résistantes. Pour le ministre péruvien de l'Environnement, il serait plus viable et plus rentable de cultiver ces espèces plutôt que celles développées par les laboratoires en agronomie. Jusqu'ici, du point de vue de notre culture occidentale, nous pensions que les Indiens et la population pauvre des Andes devaient se développer, qu'ils devaient gagner plus d'argent, avoir accès à la technologie. Aujourd'hui, nous avons compris qu'ils ont su conserver des milliers de variétés de pommes de terre et de maïs. Ils ont perpétué une culture naturelle et des systèmes écologiques qui préservent le sol. C'est une leçon à retenir. Nous avons beaucoup à apprendre d'eux. Comment expliquer à un occidental le sens de Pachamama et pourquoi nous considérons que la Terre est notre mère? Pour moi, ce sont là des différences fondamentales de nos cultures. Ici, dans les Andes, la vie est beaucoup plus dure. Apprivoiser la nature est bien plus difficile. C'est peut-être une des raisons pour laquelle nous croyons que la nature est notre mère, qui nous aime, mais qui nous punit si on se conduit mal. Nous avons appris à l'aimer et à ne pas l'exploiter. Combien le changement climatique pourrait-il coûter au pays des Andes ? 30 milliards de dollars par an d'ici 2025, d'après une étude demandée par la communauté des pays andins, soit environ 5% de leur PIB réuni. Cela peut sembler peu, mais lorsque la nature est endommagée, ce sont les plus pauvres qui sont en première ligne et qui en font les frais. Alors, y a-t-il des solutions ? Ceux qui portent la responsabilité des changements climatiques n'ont proposé aucune solution. Alors les sociétés indigènes se sont adaptées et devront continuer à le faire. La Banque mondiale finance une série de mesures pour trouver la bonne voie. Les pays de la région seront parmi les premiers à appliquer des mesures pilotes d'adaptation. Nous allons en tirer de précieuses informations. Par exemple, combien ça coûte, quels bénéfices peut-on en tirer, comment améliorer nos objectifs, et ces pays feront bénéficier le monde entier de leur expérience. Une autre ressource naturelle du pays pourrait générer de l'argent, les arbres. Nous savons qu'en Europe, les gens ont un réel intérêt pour la biodiversité et pour la protection des forêts. Si on regarde le changement climatique au Pérou, 50% des émissions sont dues à la déforestation. Nous pouvons donc coopérer, car grâce au crédit carbone, ces pays vont nous aider à lutter contre la déforestation. Nous aurons assez d'argent et les gens pourront protéger les forêts au lieu de les exploiter. Selon les analystes, cela pourrait rapporter 1 milliard de dollars par an à un pays comme la Bolivie, soit une hausse de 10% de son PIB. Selon Sir Nicholas Stern, le coût social du CO2 est d'environ $85 la tonne. Pourtant, sur le marché, le tarif acquitté pour ces crédits sont bien inférieurs.
L'Amérique latine peut cumuler une multitude de crédits de l'industrie, de l'agriculture et de la préservation de la forêt. Et cela peut rapporter des milliards. Il y a une foule de choses que la Bolivie pourrait entreprendre dans le secteur forestier pour atténuer les effets du changement climatique. Une des choses les plus évidentes serait de réduire les émissions par une meilleure gestion du parc forestier et une réduction de ce qui empiète sur la forêt, comme les secteurs de l'agriculture et de l'énergie en particulier. La Bolivie pourrait aussi augmenter la surface de la forêt en reboisant les zones qui étaient auparavant occupées par celle-ci. On parle alors de boisement ou de reboisement en fonction de la période durant laquelle la terre est restée sans arbres. Mais qui sont ceux qui connaissent les solutions ? Nature Inc. donne le mot de la fin à un de ses visionnaires. L'ancien secrétaire général des Nations Unies demande une assistance particulière pour les pays pauvres comme la Bolivie et le Pérou afin qu'ils puissent faire face au changement climatique alors qu'ils n'y sont pour rien. Kofi Annan soutient que face à cette injustice, ce sont les pays les plus riches qui doivent passer à la caisse pour atténuer les effets du réchauffement. Les gouvernements n'écarteront plus ce thème de leurs priorités budgétaires. Nous devons donc être créatifs et trouver un moyen de le financer. Nous avons un marché du carbone, mais je crois que demain, nous devrons sérieusement envisager une taxe sur le carbone. Ainsi, les pollueurs paieront et nous aurons plus de fonds pour aider les pays pauvres et ceux qui polluent moins. En Afrique, plus de la moitié des forêts et des réserves d'eau douce se trouvent en RDC, la République démocratique du Congo. Après l'Amazonie, il s'agit de la plus grande forêt tropicale où vivent 4 des 5 espèces de grands singes. Avec ses sols fertiles, son potentiel d'énergie hydroélectrique ainsi que ses ressources minières, estimées à 24 000 milliards de dollars, la RDC devrait faire partie des pays les plus riches au monde. Pourtant, les décennies de guerre et de corruption en ont fait l'un des plus pauvres. Le revenu moyen se situe à moins d'$1 par jour. Alors que la majorité des 70 millions d'habitants luttent pour survivre, les ressources naturelles sont en danger. La population se comporte comme des animaux qui luttent pour leur survie. Mais en dépit de cette anarchie, la RDC a le potentiel pour émerger du chaos. D'abord, il y a eu le non-État. Et donc l'exploitation a été une exploitation désordonnée, illégale pour la plupart du temps. À plusieurs niveaux, les ressources de la RDC sont perçues comme de nouvelles opportunités d'exploitation incontrôlées et débridées. Lorsque l'on considère l'environnement global en RDC, on constate que la pression sur les ressources naturelles est exacerbée par la pauvreté. Vous savez, la population est très pauvre et dépend des ressources naturelles. À l'heure de l'indépendance, cette ancienne colonie belge a basculé dans la tourmente politique et la guerre civile. Un nouvel État s'est construit pas à partir des infrastructures coloniales. Mais aujourd'hui, il est en ruine. Confrontés à ce conflit sans fin, les organisations humanitaires et les multinationales ont abandonné la RDC. Pour 80% de la population, la seule activité commerciale est le marché noir. Pour survivre, la politique du chacun pour soi est la seule issue. Le programme des Nations Unies pour l'environnement a évalué l'impact environnemental de la guerre. Son rôle, établir des recommandations pour la reconstruction économique dans une optique de développement durable. Hassan Parto est le responsable de cette étude. En RDC, la culture de base est celle de la débrouille. C'est une expression courante ici en RDC. Cela signifie qu'il faut juste gagner assez afin de survivre au jour le jour.
Dans cette situation de fragmentation économique extrême, les individus sont livrés à eux-mêmes sans valeur d'échelle, de respect des règles ou de réglementation. Chacun essaie de tirer son épingle du jeu et on assiste à une détérioration inévitable des ressources. La forêt tropicale fait face à une menace grandissante. Le bois et le charbon représentent 91% de la consommation énergétique. Sans charbon, on ne peut pas cuisiner. La forêt a pratiquement disparu. À présent, nous abattons même les jeunes arbres. 72 millions de stères de bois, le volume de 20 000 piscines de taille olympique sont brûlées ici chaque année. Le plus grand marché de charbon se situe dans la capitale, Kinshasa, la 3e plus grande ville africaine. Ironie du sort, le fleuve Congo aurait le potentiel de fournir de l'énergie hydraulique pour l'Afrique entière, d'après une étude de la coopération belge. Les barrages d'Inga sont situés à 250 km au sud-ouest de Kinshasa. Mais ces barrages ne fonctionnent qu'à 30% de leur capacité en raison de leur manque d'entretien. Sans investissement et sans ingénieurs, la seule solution consiste à planter des arbres à croissance rapide afin d'en faire du charbon. À Mampu, à 150 km à l'est de Kinshasa, les agriculteurs plantent des acacias le long des cultures. Ces arbres préviennent l'érosion et fixent le nitrogène dans le sol. La première récolte, c'est maïs, 3 mois après. Après 1 an, ça dépend, c'est pas de variété de manioc. Et après 1 an et demi ou bien 2 ans, on enlève, on récolte le manioc et puis l'acacia reste tranquille maintenant à grandir. Chaque année, ces arbres produisent jusqu'à 12 000 tonnes de charbon, ce qui représente moins de 1% de la consommation de la capitale. C'est du bon charbon. Les femmes de Kinshasa le préfèrent. Il ne reste pas longtemps sur le marché parce qu'il est de qualité supérieure. Les revenus provenant du charbon de Mampu assurent les besoins de 300 familles. J'ai 3 enfants. 2 d'entre eux font leurs études à Kinshasa. Grâce à la fabrication du charbon, on peut subvenir à leurs besoins. La pression sur la forêt a différents visages. Environ 2 millions de tonnes de gibier sont consommées chaque année en RDC. Ce marché est estimé à $1 milliard par année. Il y a 2 crocodiles. Un m'a coûté $25 et l'autre 18. Au total, j'ai payé $43 pour les 2 crocodiles. Je gagnerai peut-être $5. Cela dépend des clients. Plusieurs scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Sans limite, la chasse pourrait créer un phénomène de forêt silencieuse et sans vie sauvage. Durant la guerre, le braconnage était courant dans les parcs nationaux. Et les gorilles étaient tués, les éléphants étaient tués. C'est ça les méfaits de la guerre qu'on ne pourrait pas contredire. Avant la guerre, dans cette partie de haute altitude, on avait 250 gorilles et vers 2000, ce nombre avait diminué vers 120. Donc en plus, la partie basse altitude du parc a été inaccessible pour l'ICCN pendant une grande partie. Malheureusement, on ne connaît pas encore l'état actuel de la faune de cette partie à cause des problèmes de sécurité. On s'attaque au capital biologique et bien sûr la conséquence est l'extinction et la disparition. Avec les études scientifiques, on peut connaître les calendriers de reproduction de telle ou telle espèce et pendant la période de reproduction, on interdit la chasse. En Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, il y a une préférence culturelle pour le gibier. Mais il ne fait aucun doute qu'en RDC, où 7 personnes sur 10 souffrent de malnutrition, la pénurie alimentaire influence le braconnage. Les Congolais ont fait le choix de pratiquer une agriculture sur brûlis, avec de petites exploitations. La végétation est rasée et ensuite brûlée. C'est un système qui est exploitable qu'une saison ou 2. Pourtant, il existe d'autres moyens. Nous avons rencontré une communauté qui en a fait l'expérience.
L'emplacement est quelque peu surprenant. Il s'agit d'une ancienne plantation servant à produire l'huile de palme, matière première pour la fabrication de savon et de margarine. Celle-ci était destinée à la multinationale Unilever, compagnie anglo-hollandaise. Les 4000 employés ne cultivaient pas leur nourriture, mais pouvaient l'acheter dans des épiceries appartenant à la compagnie. Je récoltais les noix de palme et les amenais à l'usine. Nous étions très bien payés, nous avions beaucoup d'argent. Nous étions payés pour fournir les noix, pour travailler sur la plantation, pour travailler à l'usine. C'était bien à cette époque, au temps de l'industrie de l'huile de palme. Après un long déclin, l'usine a fermé dans les années 90. Plus loin là-bas, c'est l'usine qui traitait les fruits en régime. Et non en décortiqué. Ici, on traitait les fruits en régime. Après avoir traité, les huiles étaient envoyées au niveau de Kinshasa par bateau. Bon, on a arrêté puisque les usines étaient en mauvais état. Ça commençait à compter beaucoup de pannes et puis il y avait aussi des gars, beaucoup d'accidents vs de rupture de production. Les ressortissants locaux ont alors créé une association d'agriculteurs. Avec l'aide d'organisations de développement, ils ont mis fin aux cultures sur brûlis dans la forêt. Ils ont maintenant plus de 40 hectares de champs cultivés dans la savane herbeuse. La rotation des cultures et le paillage permettent d'obtenir des récoltes sur le long terme. Nous venons de transférer cette année les cultures de la forêt en brousse. C'est parce que nous avons constaté que la forêt commence à se transformer en brousse. Et puis, parfois, vraiment, les récoltes sont vraiment très médiocres, cependant. C'est comme ça que nous avons pensé laisser encore la forêt en jachère. Cette nouvelle façon de cultiver prend de l'importance. Près de Kinshasa, les cultivateurs se regroupent en associations agricoles. Pour la première fois depuis des années, ils peuvent vendre leur surplus sur les marchés de la capitale. C'est ici, vous voyez, c'est l'exemple, c'est une association qui œuvre ici. Ils ont fait la culture des courgettes et ces cultures sont protégées parce qu'ils n'utilisent que les produits bio. Mais ceci se fait à petite échelle. Les agriculteurs aimeraient se développer, mais ils manquent de capital. Et ces fonds-là vont nous permettre de créer une banque. Parce que dans notre pays, nous avons un problème, nous n'avons pas de banques agricoles. Donc les banques qui sont adaptées à nos problèmes, nous n'en avons pas. Victime de la corruption et de la guerre, la République démocratique du Congo a glissé vers une économie pré-industrielle. Dans la province de Katanga, la mine de Kipushi a produit du cuivre et du zinc pendant près de 70 ans jusqu'en 1993. Il en reste au moins 17 millions de tonnes encore inexploitées. 90, 91, jusque maintenant, où avec les guerres qu'il y a eu dans la province et dans le pays, la production aujourd'hui est à un niveau assez bas. Aujourd'hui, Kipushi est inexploité autour de ses barrières. Les femmes et les enfants récupèrent du gravier qui sert à la construction. Environ 80% de la population mène ce genre d'activité en dehors de tout encadrement gouvernemental. L'environnement a souffert de cette absence de contrôle. L'exploitation minière industrielle a fait place à une production informelle et individuelle. On estime qu'il y a plus de 2 millions de personnes qui creusent illégalement dans le pays. La société Gécamine, une entreprise d'État qui était jusqu'aux années 80 une puissante société d'exploitation minière de renommée mondiale, est aujourd'hui obligée d'acheter les minéraux aux mineurs artisanaux. 500 personnes vivent ici dans un campement, hors de toute réglementation. Jeunes gens qui peuvent, avec la force de leurs mains, des jeunes gens désœuvrés, qui peuvent aider à petite échelle à sélectionner déjà ces minerais, de sorte qu'on puisse plus ou moins transporter les minerais avec un tonnage intéressant. La compagnie aurait besoin d'investissements. En attendant, les mineurs continuent de se mettre en danger et de nuire à l'environnement. D'extraction des métaux ferreux et non ferreux, des métaux en général, exige une certaine mécanisation pour arriver à rentabiliser cette exploitation. Aujourd'hui, dans notre province, nous voyons cette émergence de l'exploitation manuelle.
cette exploitation manuelle ne peut jamais développer une quelconque industrie. Un deuxième aspect, l'exploitation manuelle n'apporte rien à la population. Dans la province de Katanga, à Lubumbashi, naît l'espoir que la RDC sorte du chaos. Suite à un siècle d'exploitation minière, un immense amas de déchets s'est formé dans la ville. À présent, une entreprise mixte extrait le cuivre et le cobalt de ces déchets grâce à une technologie de pointe. Un espoir pour l'avenir. La plupart des entreprises industrielles datent d'une autre époque. L'entreprise Gécamine à Chituru produit des feuilles de cuivre à partir du minerai. Un point noir pour l'environnement. Les technologies utilisées ici datent d'un lointain passé. Elles sont dépassées et l'impact de la guerre et du conflit sur toute l'industrie s'accompagne du fait que cette industrie opère en dehors d'un contexte de gouvernance et de contrôle environnemental. Les déchets hautement acides sont directement évacués dans les rivières. Celles-ci sont dangereusement contaminées par des métaux lourds tels que le cobalt. Et ici, on voit la totalité de l'effluent, le rejet qui se déverse. Il n'y a ni régulation, ni traitement de ce rejet. Ici, en raison de l'utilisation d'acide sulfurique, le niveau du pH atteint 3,6. C'est extrêmement bas et manifestement, aucune forme de vie ne peut subsister dans ces conditions. En aval, des cristaux roses de sel de cobalt très toxiques se forment sur les rives du fleuve. Une autre pollution chimique que l'on a endiguée, dans l'espoir que les éléments contaminés seront retenus et ne resteront pas dans l'eau qui s'écoule. Ce n'est qu'une question de temps avant que les niveaux de contamination atteignent des seuils qui mettront gravement en danger la qualité de l'eau en surface, et plus particulièrement le système des eaux souterraines qui fournit la principale source d'eau potable. Au sujet de l'approvisionnement en eau, les dégâts causés par la guerre et la mauvaise administration se révèlent dans cette statistique. La RDC possède la moitié de l'eau potable du continent. Pourtant, seulement un quart de la population a accès à cette eau potable. C'est moins que dans les pays arides du Sahel. Comme les mines et les plantations, les usines de traitement sont en ruine, pillées durant les combats. Dans notre pays, l'État a abandonné une partie des choses du fait de manque d'argent, du fait de manque de volonté par moment. Et donc les gens se sont retrouvés abandonnés à eux-mêmes. C'est ce qui est le fait qu'on a connu la crise de 97, les différentes guerres, l'État a pratiquement tout abandonné. Pour beaucoup de gens, trouver, collecter de l'eau est une vraie corvée qu'il faut effectuer au moins 2 fois par jour. Vraiment, la population souffrait. Il n'y avait pas l'eau, ils partaient les chercher un peu plus loin, parfois en Djili, 3 km à 4 km. Ils se réveillaient le matin, la nuit, pour aller chercher de l'eau vers la rivière. Et en haut, là-bas, nous avons des cimetières, pas du tout loin. Alors quand maintenant il plaît, les eaux de là descendent dans la rivière, ça entre dans le puits qu'on puisait comme de l'eau. Mais ces problèmes peuvent être résolus. Voici Mangana, en périphérie de Kinshasa. Tout a changé lorsque la communauté a reçu l'aide de l'organisation SOWA et d'autres partenaires pour l'installation d'un forage et d'une pompe à eau. Les habitants du quartier ont formé une association qui fait payer 1 franc par litre, moins d'1 centime d'euro, mais qui suffisent à payer les ouvriers qui entretiennent le forage. À l'époque, nous nous levions vers 4 heures du matin pour aller chercher de l'eau, car les premiers arrivés étaient les premiers servis. Parce qu'après 5 ou 6 heures, il était très difficile d'avoir de l'eau. Sans l'eau, vous ne pouvez pas travailler. Même pour laver la maison, pour laver les assiettes, pour préparer. Toujours, c'est l'eau. Donc l'eau, c'est la vie.
L'association des consommateurs d'eau rencontre un grand succès depuis 5 ans. Elle possède aujourd'hui 40 000 $ US à la banque. Dans ce que nous faisons, il y a un recouvrement de coût total, y compris les amortissements pour le forage, y compris les amortissements pour le réservoir. Tout est inclus dans le prix du service de l'eau. Moi, je peux rêver que ce modèle d'association peut donner lieu, dans un futur non lointain, d'une certaine petite catégorie de gens à la base capables de se retrouver dans les conseils communaux et de proposer des développements pour leur commune. Pour l'équipe chargée de mettre au point un plan de relance, la question était de mettre un terme à la croyance largement répandue selon laquelle rien ne peut changer. Le défi renvoie à une question de perception, d'état d'esprit. Il s'agit de considérer ces ressources comme une nouvelle frontière à l'exploration, à l'exploitation, que cela concerne les minéraux, l'exploitation forestière, la pêche, l'huile ou les terres cultivables ou d'autres choses. L'éducation est nécessaire pour faire évoluer la mentalité parce que la population doit penser à la production plutôt qu'à la cueillette. Vous ne pouvez pas vous développer si vous détruisez l'environnement. Donc pour la population de RDC, cela signifie repartir de zéro. Je pense que c'est une réelle opportunité, parce que la RDC peut gagner à utiliser des technologies propres et vertes. C'est une manière de dépasser ces vieilles technologies qui sont polluantes et inefficaces, d'essayer de se mettre à jour et d'utiliser certaines des meilleures technologies disponibles. Depuis le début de l'ère coloniale, la RDC a été gérée par des régimes corrompus. C'est un véritable terrain de pillage et aujourd'hui encore, les milices se disputent les ressources. À tout point de vue, le pays n'est pas encore sorti d'affaires. Mais il existe quelques espoirs ténus pour que ces années de pillage prennent fin. Alors que l'agriculture sur brûlis et la déforestation pour le charbon ont fait reculer la forêt, 60% de cet immense pays est encore couvert de forêt. Dans un monde qui accorde une nouvelle valeur économique au stockage du dioxyde de carbone et à la stabilité du climat, le pays pourrait récolter des financements qui servirait à maintenir l'état actuel de la forêt, et ainsi aider le pays à prendre un nouveau départ. La forêt congolaise, malgré l'état de conflit que nous avons connu, est une forêt qui a été plus ou moins bien préservée. Une solution possible serait la rémunération directe pour la préservation de la forêt. Ce système se nomme réduire les émissions de CO2 provenant de la déforestation et de la dégradation des forêts. Comme la RDC possède la seconde plus grande forêt après l'Amazonie, elle pourrait en bénéficier. Nous attendons des retombées qui devraient représenter des milliards, des dizaines de milliards même, parce que la forêt congolaise aujourd'hui représente 4 années d'émissions de gaz qui sont stockées. 4-5 années d'émissions de gaz, c'est extrêmement important.